Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'un pays. Ce qui se passe est plus silencieux et plus dangereux. Quelque chose s'est déplacé sous la surface. Un pilier que tout le monde croyait immobile ne tient plus tout à fait. Les règles semblent identiques. Les frontières existent toujours. Les institutions parlent encore le langage de la stabilité. Mais le système ne fonctionne plus comme avant. Sans déclaration officielle, sans vote, sans choc visible, une certitude fondamentale s'est fissurée. L'idée que le pouvoir, une fois installé, est protégé par sa propre inertie. Cette protection n'est plus automatique. Elle est devenue conditionnelle, et quand la sécurité d'un sommet devient conditionnelle, tout l'édifice en dessous commence à trembler. Si vous avez l'impression que le monde paraît plus tendu, plus imprévisible, ce n'est pas une sensation. C'est un signal. Restez zici, parce que pour comprendre ce qui arrive ensuite, il faut d'abord voir ce qui contrôle réellement le système maintenant. Le système n'est plus contrôlé par ce que vous voyez. Il n'est plus guidé par les discours, ni par les visages au sommet. Il est contrôlé par quelque chose de beaucoup plus froid. Ce qui détermine désormais l'équilibre du pouvoir, ce n'est pas la légitimité politique. Ce n'est même pas la force militaire au sens classique, c'est la capacité d'exécution, la capacité de savoir, la capacité d'atteindre, la capacité d'agir sans avertissement. Le pouvoir réel ne s'affirme plus par la conquête, mais par la possibilité permanente d'intervention. Une possibilité qui n'a pas besoin d'être utilisée souvent pour être efficace. Il suffit qu'elle soit crédible. Dans ce système, la stabilité n'est plus un état durable. C'est un état provisoire, toléré tant que certaines lignes ne sont pas franchies. Et ces lignes ne sont pas toujours écrites, elles sont ressenties. Ce déplacement est crucial parce qu'il signifie que le contrôle ne vient plus de l'intérieur des États, mais de leur exposition. Et maintenant que vous voyez qui tient réellement les leviers, il faut comprendre quand ce basculement a commencé lentement, presque imperceptiblement. Le basculement n'a pas été brutal. Il n'a pas commencé avec une explosion, ni avec une annonce. Il a commencé quand plus personne ne regardait. Avant, le pouvoir se protégeait par la distance, par l'opacité, par le temps. Les décisions prenaient des mois, les réactions, des années. Aujourd'hui, cette lenteur est devenue une vulnérabilité. Ce qui a changé, ce n'est pas l'existence des États. C'est la vitesse à laquelle leurs certitudes peuvent être traversées. Les murs sont toujours là, les protocoles aussi. Mais ils ont été conçus pour un monde où l'accès était rare et coûteux. Dans le nouveau système, l'accès est précis, répétable et surtout discret. Le plus dangereux n'est pas le choc, c'est l'habituation. Quand une chose impensable se produit une fois, elle choque. Quand elle se produit sans chaos, elle devient une option. Et quand une option devient crédible, elle commence à façonner les comportements avant même d'être utilisée. C'est à ce moment-là que le système cesse d'être stable. Il devient nerveux. Et cette nervosité va bientôt produire son premier symptôme visible. Le symptôme est apparu sans préavis, pas sous la forme d'une guerre, pas sous la forme d'un effondrement public, mais comme une opération d'une précision presque clinique. En quelques instants, des espaces conçus pour être inviolables ont cessé de l'être. Des barrières pensées pour résister ont été traversées comme si elles étaient symboliques, pas par la masse. Par la méthode, le risque était extrême, le temps comptait, l'erreur interdite. Et pourtant, tout s'est déroulé sans chaos visible, sans bavure, sans improvisation. Ce moment n'a pas été présenté comme une rupture historique. Il a été traité comme une action parmi d'autres. C'est précisément ce qui le rend si révélateur, parce que le message n'était pas destiné au public. Il était destiné au système. Si cela a pu être fait une fois, alors cela peut être refait. Ailleurs, sur d'autres centres de gravité, si vous pensez que cet épisode est l'histoire en soi, vous regardez au mauvais endroit. Ce qui compte, c'est ce que cette démonstration a déclenché silencieusement chez ceux qui ont compris qu'ils étaient désormais exposés. Et ce qui a suivi a été bien plus important que l'opération elle-même. Ce qui s'est enclenché après n'était pas militaire, c'était mécanique.
Le système ne fonctionne pas par loyauté. Il fonctionne par calcul. Ceux qui détiennent la force n'ont pas changé de valeur du jour au lendemain. Ils ont changé d'évaluation du risque et c'est là que le véritable levier apparaît. Dans ce nouveau cadre, l'obéissance n'est plus idéologique. Elle est conditionnelle à la survie, à la prévisibilité, à la certitude que certaines lignes ne doivent pas être franchies. Le bénéfice est concentré. La continuité personnelle, la préservation du statut, l'évitement d'une disparition brutale. Le coût, lui, est diffus, il est absorbé par les structures intermédiaires, par la population, par le temps. Le système récompense ceux qui s'ajustent vite, il neutralise ceux qui hésitent. Et il n'a pas besoin d'intervenir constamment pour fonctionner. Il suffit que chacun sache que l'information circule, que les trajectoires sont connues, que l'option d'agir existe toujours. C'est ainsi que le contrôle se déplace. Non pas par l'occupation, mais par l'anticipation. Et quand un mécanisme aussi efficace est compris, il ne reste jamais local très longtemps. Puis le rythme s'est accéléré, les réactions ont cessé d'être théoriques. Elles sont devenues visibles, rapids, coordonnées. Des décisions ont été prises sans explication publique, des postures ont changé sans annonce officielle. Des lignes qui semblaient immuables ont été redessinées en silence. Ce n'était pas de la panique, c'était de l'adaptation. Quand un acteur comprend que l'inaction est plus risquée que le mouvement, il bouge. Même s'il ne le dit pas, même s'il n'est. Les forces se sont repositionnées, les discours se sont adoucis. Les démonstrations de fermeté ont été remplacées par des gestes de retenue calculés. Chaque ajustement envoyait le même signal. Le coût de l'erreur a changé. Et plus ce coût devient personnel, moins il faut de pression pour obtenir un effet. C'est ainsi que l'escalade fonctionne désormais. Non par accumulation de violence, mais par compression du temps de décision. Quand tout peut basculer en quelques minutes, l'hésitation devient un luxe. Et certains acteurs ont soudain compris qu'ils n'avaient plus ce luxe. Et maintenant, c'est là que vous entrez dans l'équation. Parce que ce système ne reste jamais abstrait très longtemps. Il distend, il se diffuse, il finit toujours par toucher le quotidien. Quand les centres de décision deviennent nerveux, les marges deviennent fragiles. Les prix réagissent avant les lois. Les flux changent avant les votes. L'instabilité se manifeste d'abord là où vous vivez, travaillez, consommez. Vous ne voyez pas le mécanisme, mais vous ressentez ses effets. Une énergie plus chère, un marché plus volatile, des décisions prises loin de vous, mais qui redéfinissent vos options. Ce n'est pas une crise déclarée. C'est plus insidieux que ça. C'est l'incertitude normalisée. Et le plus troublant, c'est que ce système ne vous demande pas votre consentement. Il se contente de fonctionner. Si vous avez déjà eu l'impression que certaines décisions semblaient tomber d'en haut, sans débat, sans explication complète, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe d'un monde où la stabilité est gérée par anticipation du risque, pas par construction du consensus. Si vous voulez comprendre ce qui se prépare réellement, il faut maintenant regarder au-delà d'un seul pays. Parce que ce qui a commencé localement est déjà en train de se propager. Ce qui se propage maintenant ne respecte aucune frontière. Parce qu'un système fondé sur l'anticipation du risque ne reste jamais contenu. Il oblige les autres à recalculer, à ajuster, à se repositionner, même sans être directement visés. Des équilibres régionaux ont commencé à se modifier sans déclaration officielle. Des alliances se sont figées. D'autres sont devenues plus prudentes, non par conviction, mais par prudence stratégique. Quand un acteur démontre qu'il peut atteindre le cœur d'un pouvoir sans guerre ouverte, chaque capital observe et se pose la même question. Et si c'était moi? Ce doute change tout. Il ralentit certaines décisions, il en accélère d'autres. Il transforme la dissuasion classique en quelque chose de plus diffus, mais aussi plus anxiogène. Les marchés l'ont senti, les flux énergétiques aussi. Les chaînes de dépendance, que l'on croyait stables, ont révélé leurs points faibles. Et surtout, ce nouveau climat crée une asymétrie dangereuse. Ceux qui comprennent le mécanisme s'adaptent vite. Ceux qui le nient prennent du retard. À ce stade, le monde n'est pas encore entré dans une crise ouverte. Mais il a clairement quitté la zone de confort.
La question n'est plus de savoir si le système va changer. La question est comment il va accélérer. À partir d'ici, le système n'avance plus sur une seule voie. Il se fragmente, 3 trajectoires deviennent possibles. Elles coexistent. Et aucune n'est encore dominante. La première est l'ajustement. Les acteurs acceptent la nouvelle réalité. Ils modifient leur comportement. Ils évitent les lignes rouges. Le système devient plus froid, plus technique, mais relativement stable. La peur remplace le conflit ouvert. L'ordre tient, mais il est rigide. La deuxième est l'érosion. La dissuasion fonctionne jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Les règles deviennent floues. Les signaux se brouillent. Les erreurs de calcul s'accumulent. Chaque acteur pense contrôler le risque. Mais personne ne contrôle l'ensemble. La stabilité se délite par petites fissures successives. Et puis, il y a la troisième trajectoire, la plus dangereuse. La rupture à un moment où la vitesse dépasse la capacité de correction. Où une décision prise trop vite ou trop tard déclenche une réaction en chaîne. Pas par intention, par saturation du système. À ce stade, personne ne choisit vraiment. Les événements prennent l'initiative. Nous ne savons pas encore quelle trajectoire s'imposera. Mais ce que nous savons, c'est que le système est déjà en mouvement et qu'il ne ralentira pas de lui-même. Il serait rassurant de croire que ce système finira par se stabiliser, Qu'une nouvelle norme émergera. qu'un équilibre durable remplacera l'ancien. Mais rien dans ce que nous voyons ne garantit cela. Ce qui a été brisé n'est pas seulement une règle, c'est une illusion. L'illusion que le pouvoir, une fois installé, est protégé par le temps, la distance ou le protocole. Dans ce nouvel environnement, la sécurité est conditionnelle. La stabilité est provisoire et la responsabilité est de plus en plus personnalisée. Cela ne signifie pas que le chaos est inévitable, mais cela signifie que le moindre faux pas coûte désormais plus cher qu'avant et qu'il se paie plus vite. Si vous cherchez un moment précis où tout bascule, vous ne le trouverez pas. Parce que les basculements systémiques ne préviennent pas. Ils s'installent, puis ils accélèrent. La vraie question n'est donc pas qui a le pouvoir, why. La vraie question est qui comprend le système assez tôt pour ne pas être pris de vitesse par lui. Si vous voulez suivre ce qui vient ensuite, pas les déclarations, pas les récits officiels, mais les mécanismes réels qui redessinent l'ordre mondial. Alors ne vous arrêtez pas ici, parce que ce que vous venez de voir n'est pas une conclusion. C'est un seuil. Et ce qui se trouve de l'autre côté commence maintenant.